D'abord, avant de commencer, je voulais remercier quelques personnes. D'abord, un immense merci à Benoît Tabonne, qui est un de mes collaborateurs, pour sa contribution au contenu sur le James Webb, parce que c'est en fait le début de l'exploitation. Donc, beaucoup des observations ne sont pas encore publiques. Donc, grâce à lui, j'ai eu accès à des résultats tout nouveaux, ou qui venaient d'être publiés. Raphaël Sanchez, sans qui je n'aurais pas récupéré mon ordinateur, il se reconnaîtra dans la salle, et toute l'équipe du festival pour l'invitation et l'organisation qui sont top. Je suis très admirative de l'organisation. Donc les grandes questions qui sont dans le résumé, c'est où et comment quand et comment naissent les étoiles et les planètes, et aussi pourquoi il y a une telle diversité entre les étoiles, mais aussi entre les systèmes planétaires. Donc ceux parmi vous qui s'y connaissent un petit peu, qui ont suivi un petit peu les actualités à ce sujet, vous savez qu'on a détecté plein de planètes autour d'autres étoiles que notre Soleil. On les appelle donc des exoplanètes. On les a détectés avec différentes méthodes qui sont listées ici. Méthode de vitesse radiale avec effet Doppler, la méthode des transits quand la planète passe devant son étoile, des micro-lentilles, de l'imagerie, du timing. Ce que vous voyez, c'est qu'en noir, ce sont les planètes de notre système solaire. Donc ici, en bas, c'est la distance orbitale par rapport au Soleil, en unité de la distance Soleil-Terre. Donc la Terre, elle est à 1, Vénus un petit peu moins, Uranus, Jupiter. Et ici, c'est la masse de la planète. Donc les ronds noirs, c'est nous, et tout le reste, c'est ce qu'on a détecté. Vous voyez qu'il n'y en a quasiment aucun qui tombe dans notre région, sauf au niveau de Jupiter. Au niveau de Jupiter, là on arrive à détecter des Jupiters maintenant. Toute cette zone, en fait, elle est assez difficile à observer, il faut dire. Il y a un biais parce que ça fait des orbites qui sont assez longues et des effets qui sont petits. Plus la masse est faible, plus c'est dur à détecter. Mais vous voyez qu'on a un paquet de Jupiter chauds, donc des planètes qui ont la masse de Jupiter, mais qui sont tout près de leur étoile, qui sont, je sais pas, ils n'ont pas mis Mercure ici, qui sont à l'intérieur de l'orbite de Mercure. On a ce qu'on appelle des mini-Neptunes ou des Neptunes qui sont pareils, très proches de leur étoile, beaucoup plus que les nôtres. On a des super-terres, alors elles sont un petit peu plus massives que la Terre, elles sont par là. Voilà, on descend petit à petit. Donc vous voyez que toutes ces planètes-là, on ne les a pas, celles-là non plus. Pourquoi est-ce que c'est aussi différent? En plus d'un système à l'autre, ça change, l'architecture du système n'est pas la même. Donc c'est une grande question qu'on se pose aujourd'hui, de comprendre pourquoi il y a toute cette diversité. Donc d'abord, où naissent les étoiles? Donc elles naissent dans ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles, parce qu'elles naissent souvent en groupe. On s'est aperçu qu'elles naissent dans des zones bien particulières qu'on appelle les nuages interstellaires sombres. Alors vous voyez ici, ceux qui font de l'astrophoto vont reconnaître Antares, Rho Ophiuchus, avec ses filaments. Et toutes ces nébuleuses ici sont des étoiles jeunes qui sont encore un peu enfouies dans le nuage, qui illuminent des nébuleuses. Ici aussi, dans le centre de la galaxie, vous voyez dans ces régions très sombres, il y a quand même plein de régions d'hydrogène ionisé, de régions H2. Donc il y a une formation stellaire qui continue dans notre galaxie au moment où je vous parle, à peu près l'équivalent d'un soleil par an qui continue à se former dans notre galaxie. C'est peu par rapport à ce que c'était dans le passé, où c'était plutôt 100 masses solaires par an, mais ça continue quand même, tant qu'il y a du réservoir de gaz. Le problème, comme vous voyez là, c'est que justement, comme c'est tout sombre, alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui savent pourquoi c'est tout noir. C'est pas qu'il n'y a rien, évidemment, c'est qu'au contraire, il y a trop de matière. Il y a des petits grains de poussière interstellaire qui sont mélangés au gaz. C'est des poussières qui ont été expulsées par des étoiles mourantes, des étoiles comme notre Soleil, ou bien des supernovas qui ont explosé et qui ont enrichi le milieu interstellaire avec des éléments
comme le silicium, le carbone, qui peuvent se condenser sous forme de minuscules petits grains comme de la suie ou des tout petits grains de sable. Et ces petits grains ont la faculté d'absorber très efficacement le rayonnement visible, celui qu'on voit avec nos yeux. Donc en fait, les zones noires, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est au contraire qu'il y a beaucoup de matière, tellement de matière que tous les petits grains qui sont mélangés au gaz arrivent à absorber le rayonnement, à faire un écran. Et du coup, on ne voit pas trop ce qu'il y a derrière, sauf dans les zones vraiment très brillantes où il y a une étoile qui a réussi à pousser, ioniser et repousser la matière autour, mais sinon, on a du mal à voir les générations d'étoiles très jeunes. Donc, quelle est la recette pour créer une étoile ? Alors, ça, c'est une série d'affiches qui avait été faite, je ne sais pas si elle a voyagé, mais c'était dans les couloirs du métro à Paris, que j'avais trouvé sympa, qui était, vous prenez un nuage de gaz, vous liez avec la gravité et vous laissez mijoter, et à un moment donné, ça va former une étoile. Et effectivement, c'est pas loin de la vérité. Donc, les grandes étapes de la recette, les voilà. Prenez note, si vous voulez faire une étoile chez vous. Bon, c'est un peu compliqué quand même. On part d'un matériau de la mort d'une étoile d'une génération précédente. Elle va mourir, elle va expulser effectivement tout le matériau qu'elle a de ses parties externes. Ce matériau va enrichir, va retourner dans le milieu interstellaire. C'est un processus très écologique, il y a beaucoup de recyclage. Et petit à petit, ce gaz va se refroidir, se condenser et devenir moléculaire, très froid, à des températures proches du zéro absolu. On est à moins 260 degrés Celsius. Le zéro absolu, c'est moins 273. Donc on est à plus 13 degrés au-dessus de l'immobilité totale. Et cette phase va durer quelques millions d'années, pendant lesquelles le nuage est suffisamment dense, suffisamment froid pour qu'il y ait des poches de gaz qui deviennent instables à l'effet de la gravité. Plus le gaz est froid, plus il a du mal à résister à l'attraction de la gravité. Sa pression est très faible. Il suffit d'une petite instabilité et hop, ça s'effondre sous son propre poids. Rien ne peut l'arrêter. Et au bout d'à peu près 100 000 ans, donc on part d'un nuage qui fait à peu près 10 000 fois la distance Terre-Soleil, donc à peu près une centaine de fois la taille du système solaire. En 100 000 ans, il va s'effondrer sur lui-même. Au centre, il va y avoir une petite graine d'étoile qui va se former. Et tout le reste va tomber dessus lentement pendant 100 000 ans. Et puis, une fois que tout est tombé au centre, alors il n'y a pas seulement une étoile, donc il y a la gravité, bien sûr, qui joue, mais dans la recette précédente, il manquait un ingrédient important, c'est la rotation. C'est que forcément, tout tourne un peu dans l'univers. Il n'y a pas de raison que tout soit parfaitement immobile au moment où ça s'effondre. Il suffit qu'il y ait un petit déséquilibre de vitesse entre les deux côtés. Vous imaginez que plus ça se concentre, c'est comme les patineurs, quand ils tournent lentement mais qu'ils rapprochent leurs bras, ils se mettent à tourner beaucoup plus vite. Donc là, on part de quelque chose qui est 100 fois plus grand que le système solaire, qui se contracte. Vous imaginez bien que ça va tourner très vite à la fin. Et du coup, à cause de la force centrifuge, ça ne va pas pouvoir tomber au centre. Au lieu de tomber sur l'étoile, ça va tomber à côté. La force centrifuge va compenser la gravité, ça va former un disque de matière. On appelle ça un disque circumstellaire, c'est-à-dire autour d'une étoile. C'est un disque en rotation qui contient donc du gaz, aussi de la poussière, et c'est là-dedans que vont se former les planètes. Et c'est pour ça que les planètes de notre système solaire sont toutes dans le même plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. Ceux qui observent, ceux qui sont astronomes amateurs, savent bien que les planètes se promènent toujours le long d'une même trajectoire. Elles sont pas au même endroit, mais elles sont toutes sur ce plan-là, qui correspond aux constellations du zodiaque. C'est à cause de cet effet centrifuge qui a fait que la matière s'est aplatie, elle est tombée des deux côtés, et du coup ça s'est rencontré au milieu, dans le plan perpendiculaire à l'axe de rotation. Le champ magnétique aussi est un ingrédient qui est important, qu'on n'incluait pas au début dans les théories, mais on pense qu'il joue un rôle à un moment donné. Probablement au début, il va freiner la rotation, mais à un moment donné, il ne va plus trop y arriver, donc ça va quand même faire un disque.
Et puis une fois que donc les planètes vont se former là-dedans, comment ça va se former? Un peu comme les moutons sous un lit quand on ne passe pas le balai. Si vous avez de la poussière, petit à petit, elle va croître, elle va grossir, elle va former des flocons. Et puis ces flocons vont s'agglomérer entre eux pour devenir des petits cailloux qui ensuite... donc ça, c'est la... Ah non, c'est la slide suivante, voilà. On va avoir une croissance en taille. On va partir de petits grains interstellaires qui font quelques microns, qui vont s'agréger entre eux comme les moutons sous un lit, un peu fluffy comme ça. Mais ensuite, ça va devenir des petits cailloux. Après, il va falloir que ça passe à la taille du mètre. Et là, on a un petit souci parce que ça a tendance à tomber sur l'étoile assez vite à ce moment-là. Mais bon, il faut y arriver, puisqu'après, on observe des objets de l'ordre du kilomètre. Et puis, on va faire des cœurs planés, des embryons de planètes. Et puis, ces embryons de planètes, en s'entrechoquant, vont devenir de plus en plus gros, attirer de plus en plus de matière quand ils sont gros. Et à la fin, on va obtenir des planètes telluriques. Et ensuite, est-ce que ça va s'arrêter là ou pas? Ça dépend où on est dans le disque. Si on est dans la partie interne du disque, où le gaz a été un peu soufflé par l'étoile et commence à s'évaporer, parce qu'il est trop chauffé par l'étoile, ça va en rester là. Et puis si on est un petit peu plus loin, d'abord, il y aura plus de matière disponible, parce qu'on est dans un rayon plus grand. Et si le cœur, il va rester aussi du gaz, il va rester de la glace sur les petits grains. Ils vont givrer au-delà d'une certaine distance, au-delà de quelques unités astronomiques. Et donc le cœur réfractaire, le cœur qui est composé de grains uniquement, j'appuie pas sur le bon bouton, ce cœur qui est composé uniquement de grains, donc c'est pour ça que la Terre elle est faite essentiellement de roches, c'est vraiment des petits grains de carbone et de sable qui sont agglomérés ensemble, avec un peu de fer, de silicate et tout. S'il y a suffisamment de gaz et de glace autour et que le cœur est suffisamment massif, ça va accréter, tout ce gaz, tout d'un coup, va être aspiré, enfin gravitationnellement attiré par le cœur rocheux, et ça va devenir une géante. Ça va se passer très vite, en une fraction de 1 million d'années à peu près. Et donc, suivant si on est autour de la zone de Jupiter, ça va faire un Jupiter avec beaucoup de gaz. Si on est dans une zone encore plus froide, on va plutôt accréter de la glace et ça va être une géante glacée comme Neptune ou Uranus. Il y a toutefois un scénario concurrent qui pendant longtemps a été considéré comme peu probable, qui était de passer directement du disque à une géante. Et ça, c'est si le disque est suffisamment massif, il peut devenir gravitationnellement instable dans ses bras, et former soit d'autres étoiles, une binaire, un compagnon, soit des planètes. Mais en fait, on est en train de se dire que c'est peut-être pas si... peut-être ça pourrait se passer dans quelques cas. Donc je repars en arrière juste pour vous dire que ça, c'est l'étape juste avant la formation d'un système planétaire. Et ça, c'est les grandes lignes. Après, les détails, c'est là où on n'est pas encore tout à fait au point. Par exemple, il y a un ingrédient de la recette qu'on n'avait absolument pas prévu. On savait qu'il fallait que ça s'effondre, qu'il fallait que ça allait tourner. Mais on voit aussi de l'éjection de matière. C'est-à-dire que pendant qu'il y a de la matière qui tombe sur l'étoile jeune, il y a aussi de la matière qui repart. Elle repart par les pôles, de façon extrêmement collimatée. Ça fait ce qu'on appelle des jets de matière. Et vous voyez que c'est un peu comme les hoquets. C'est très structuré, il y a des petits nœuds là que vous voyez qui sont des chocs, en fait, des ondes de choc. C'est en fait des éruptions, des hoquets, un peu comme un bébé qui a du mal à avaler tout d'un coup et qui en recrache une partie. Les étoiles jeunes, elles font comme ça. Et elles recrachent de la matière par période. Et ça dure pendant toute la phase où il y a le disque. Donc ici, vous ne voyez pas très bien le disque, mais ici en bas, vous voyez que c'est une phase quelques millions d'années. Il y a un disque vu par la tranche et ça éjecte encore de la matière le long de l'axe. Donc on pense que c'est un phénomène vraiment aussi universel, doit être essentiel à la formation des étoiles, mais on ne sait pas encore exactement quel est son impact sur la formation des étoiles et des planètes. Ça fait partie des questions qu'on va essayer de résoudre avec ALMA et
le GWST. Donc je vais faire juste une petite parenthèse sur l'infrarouge, domaine infrarouge et radio, parce que je ne sais pas qui d'entre vous est familier avec cela et qui n'en est pas familier. Et c'est quand même intéressant parce que ça nous offre une vision de l'univers qui est complètement différente de ce qu'on voit avec nos yeux. Donc déjà, pour vous rappeler, la lumière, le phénomène de lumière n'est pas juste la lumière qu'on voit avec nos yeux, qu'on appelle la lumière visible. Ce sont des ondes électromagnétiques qui peuvent avoir toute une gamme d'énergie. Ça va des rayons gamma, qui sont hyper énergétiques, c'est la radioactivité, en passant par les rayons X, les ultraviolets. Vous savez que ça brûle, les ultraviolets. Le visible, au milieu, c'est une toute petite partie, c'est juste là où nos yeux sont sensibles. Et ensuite, à plus basse énergie, il y a justement l'infrarouge. Ça, c'est une photo de quelqu'un avec une caméra infrarouge. Le micro-ondes, que vous connaissez bien. Le Wi-Fi. La radio, plus les ondes radio qu'on utilise pour la télévision. Et les ondes courtes. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce domaine-là. Entre des longueurs d'onde, donc on mesure la longueur d'onde, la séparation entre deux crêtes de l'onde, entre 1 micron et 1 millimètre, en gros. Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à ce domaine ? Parce qu'en fait, il y a une relation très simple et très stricte entre la température d'un corps et la longueur d'onde à laquelle il va rayonner. Et ici, les courbes qui sont tracées, ça s'appelle les corps noirs. Vous voyez ici, c'est la température du corps, comme une étoile, par exemple. Une étoile, suivant sa température, elle va émettre un spectre, une énergie qui va piquer, qui va être maximum à une certaine longueur d'onde. Plus l'étoile est chaude, plus la longueur d'onde est courte. Et réciproquement, plus l'étoile est froide, plus on va dans les grandes longueurs d'onde. Donc le Soleil, par exemple, à 6000, ça tombe dans le visible. Donc ce n'est pas un hasard si nos yeux sont faits pour être sensibles pile là où le Soleil émet le plus. C'est qu'on s'est adapté pour voir le jour. Et par contre, une maison ou une protoétoile qui sont à 300 degrés, ils vont émettre autour de quelques microns. Et c'est pour ça que si vous avez envie de voir les pertes énergétiques de votre maison, vous allez utiliser une caméra infrarouge. Parce que vous allez voir où est-ce que votre maison elle rayonne. Et là où elle est la plus chaude, en façade, ça veut dire que c'est là où il y a le plus de déperdition. Donc on va s'intéresser à ce domaine infrarouge et radio pour ça. C'est parce qu'on s'intéresse à des protoétoiles et à de la poussière. C'est froid au début, elle n'est pas encore assez chaude pour rayonner dans l'optique, ou alors elle est complètement enfouie de toute façon, il y a la poussière autour qui la cache, donc on va aller dans ce domaine-là. Et pour vous montrer à quel point ça fait une différence, donc il y en a sûrement parmi vous qui ont déjà vu ça, mais moi, à chaque fois, ça me frappe, donc j'aime bien le montrer. Je ne me lasse jamais. Donc ça, c'est la constellation d'Orion. Dans le visible, vous regardez le soir, le ciel, en hiver, vous voyez cette constellation, beaucoup d'entre vous la connaissent. Et qu'est-ce qu'on voit ? Un ciel noir avec quelques étoiles, et puis c'est tout. On imagine qu'il n'y a absolument rien entre les étoiles. Si on passe en infrarouge, voilà ce qu'on voit. C'est pas du tout vide. Loin de là. Donc, plus c'est jaune, plus c'est brillant en infrarouge. Et c'est un nuage qui est très froid, qui est à 30 degrés au-dessus du zéro absolu, qui rayonne vraiment dans l'infrarouge assez lointain. Et ici, vous reconnaissez la nébuleuse d'Orion que vous voyez dans l'optique, là, en fait, elle est à l'intérieur d'un nuage très dense, très brillant, il y a beaucoup de matière. Ici aussi, il y a un autre nuage, ici aussi, il y a un nuage qui a une bulle. Donc, vous voyez qu'on ne voit pas l'univers du tout de la même façon. C'est vraiment un changement complet de vision. Et ça nous permet de voir justement les zones où se forment les étoiles. Aujourd'hui même, ces zones très froides qui peuvent s'effondrer et donner des étoiles, et essayer de voir justement les détails de ce processus. Je vais vous donner un autre exemple. Donc là, c'est la fameuse nébuleuse d'Orion. On zoome dessus. Vous la connaissez tous, sans doute. Ici, c'est la nébuleuse. Ici, c'est le trapèze d'Orion. Tout ça, c'est une bulle de gaz ionisé. Donc, c'est très chaud. C'est à 10 000 degrés. Ici, vous voyez des filaments noirs. Et puis là, rien. Bon, on voit des vagues halo. On dirait qu'il n'y a rien. Et en fait,
si on regarde dans l'infrarouge, dans ce même carré, voilà ce qu'il y a. En fait, il y a plein de choses. Et on voit même tous ces points jaunes, ce sont des proto-étoiles, vraiment des étoiles toutes jeunes dans la phase que je vous avais montrée à droite d'effondrement, qui sont en train de se former dans ce filament. Donc on passerait complètement à côté. Donc voilà, si on le met au bon endroit, pouf, cette région qui avait l'air complètement vide, ben non, c'est justement là où se passe aujourd'hui toute l'action. Ce qui est dans la nébuleuse d'Orion, c'est déjà plus âgé, c'est quelques millions d'années. Si on veut voir les proto-étoiles les plus jeunes, il faut aller dans ce domaine. Un autre exemple, la nébuleuse de la tête de cheval, que vous devez connaître aussi beaucoup, la nébuleuse de la flamme. Pareil, on a l'impression que voilà, les choses intéressantes sont ici, puis là, il n'y a rien. Et quand on passe, alors là, on va carrément dans la poussière très froide. Donc les différentes couleurs indiquent la température de la poussière. Vous voyez que ici, en fait, il y a des étoiles chaudes qui irradient cette interface ici, donc ça c'est plus chaud. La nébuleuse de la tête de cheval est toujours là. Ici aussi, c'est un peu chauffé. Et tout ce qui est jaune et orange, là, c'est encore plus froid. Donc, c'est vraiment fascinant parce qu'on regarde l'univers avec d'autres yeux et on voit vraiment tout autre chose. L'autre intérêt de l'infrarouge et de la radio, non seulement ça permet de voir l'invisible, mais ça permet aussi de voir à travers certains matériaux. Donc là, c'est un exemple avec un sac poubelle. Non seulement on voit l'émission le rayonnement du corps du monsieur, donc qui est à 20 degrés, donc voilà, il est à peu près ou 25 ou 30, mais on voit aussi son bras et sa main, le sac est devenu transparent. Miracle, super. Et donc, les petits grains interstellaires, c'est pareil. On a vu que dans le visible, ça fait des nappes noires qui peuvent cacher ce qu'il y a derrière, et dans l'infrarouge, ils vont beaucoup moins absorber, on va voir à travers, et on va pouvoir voir justement ce qui se passe dans ces cocons où se forment les étoiles. Un exemple ici, vous connaissez tous les piliers de la création. À gauche, là, cette fameuse image de Hubble qui a fait le tour du monde, et ces piliers ont l'air très sombres, et quand on regarde dans l'infrarouge avec le James Webb, vous voyez qu'on commence à voir à travers, on voit les étoiles derrière, on peut se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas tant de matière que ça dans ces piliers. Ici, c'est tout filamentaire. Et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de masse et que dans 100 000 ans, tout ça, ça serait probablement évaporé par les étoiles qui sont autour. Donc, ça, c'est pour la poussière, mais on s'intéresse aussi au gaz pour comprendre comment se forment les étoiles. Et le gaz, ben c'est pareil, il va rayonner aussi. Alors lui, il ne va pas rayonner de façon continue comme les courbes que je vous avais montrées tout à l'heure. Il ne rayonne pas comme un corps noir. À cause de la mécanique quantique, une molécule, ou un atome d'ailleurs, émet un spectre discret à des fréquences bien particulières, qu'on appelle des raies spectrales. Et ces raies spectrales, leur longueur d'onde, dépendent de l'identité de la molécule. C'est comme un code barre. On regarde le spectre, on disperse la lumière pour voir, on va regarder à quel endroit ça rayonne, et on va comparer avec les mesures en laboratoire et on va reconnaître de quelle molécule il s'agit. C'est super. Donc ça nous permet de connaître la composition du gaz, de savoir, et de faire des comparaisons entre molécules et de savoir est-ce que c'est plutôt de l'eau, du monoxyde, là c'est du monoxyde de carbone, de voir un peu la chimie du gaz avec lequel on forme des étoiles. Et on peut aussi regarder sa température, parce que suivant sa température, quand elle est froide, la molécule va plutôt tourner sur elle-même. Donc ça fait des raies qui sont plutôt dans le domaine 100 microns millimètres. Et quand elle est chaude, elle va plutôt vibrer sur elle. Elle va donc faire... les deux atomes vont s'écarter. Il y a un atome de carbone et un atome d'oxygène, là. Ils vont faire comme ça, comme un petit ressort. Et là, c'est plutôt dans l'infrarouge. Donc là, vous voyez tout de suite la complémentarité. Ici, on va avoir le James Webb. Et ici, on va avoir ALMA, en fait. Donc on va avoir des informations complémentaires. En comparant les deux, on va pouvoir avoir la température. On va pouvoir aussi mesurer des molécules différentes. Les défis, par contre, c'est super, donc tous ces avantages. Les deux défis, c'est d'abord l'absorption atmosphérique. Si vous connaissez l'effet de serre, vous savez que l'atmosphère absorbe beaucoup dans l'infrarouge.
Donc ici, c'est un graphique qui vous montre ce qui passe au sol. Donc ici, c'est la fenêtre visible et puis l'infrarouge très proche. Et puis ici, il y a toute une zone qui est complètement absorbée par l'atmosphère. Ça, c'est le fameux effet de serre. Donc là, dans l'infrarouge, il faut envoyer des satellites, donc le James Webb, par exemple. Ensuite, à nouveau, ça redevient transparent dans la fenêtre radio. Et donc, c'est là où ALMA s'est positionné. Le deuxième problème, c'est la finesse d'image. En fait, un télescope a une finesse d'image absolue, idéale, qui dépend de la longueur d'onde et de son diamètre. C'est le rapport des deux. C'est-à-dire que plus le télescope est gros, plus vous allez avoir une finesse d'image. Mais plus vous augmentez la longueur d'onde, là par contre, plus vous allez avoir des images floues. Et donc quand on va dans l'infrarouge et dans le radio, par rapport au visible, on augmente la longueur d'onde. Donc pour compenser, il faut augmenter le diamètre autant qu'on peut. C'est pas, évidemment, dans l'espace, on ne peut pas aller, c'est pas idéal, mais au sol, on peut le faire. Donc du coup, pour le JWST, pour les satellites infrarouges, il y a eu une augmentation régulière de leur taille. Depuis 1983, on est passé de 57 cm à 3,50 m en 2009. Et là, boum, avec James Webb, on a encore franchi quasiment un facteur 2. On est passé à 6,50 m. C'est le plus grand télescope satellite infrarouge jamais lancé. 10 fois plus grand que le premier, que IRAS. Donc vous imaginez, c'est un saut fantastique. Et c'est aussi une capacité de collection de photons bien plus grande, donc beaucoup plus sensible aussi. Les détecteurs en plus ont fait des progrès, donc voilà, c'est vraiment énorme. Et pour ce qui est du radio, on peut rester au sol, et là aussi, on n'a pas arrêté d'augmenter la taille. On avait un télescope de 30 mètres tout seul, en 84, qui a été démarré, qui marche toujours d'ailleurs. Ensuite, on s'est mis à faire des interféromètres, c'est-à-dire qu'on s'est mis à coupler plusieurs antennes ensemble. Et ici, dans les années 90, on avait 6-8 antennes sur 800 mètres de séparation. Et là, on a ALMA, où on a 50 antennes qui sont réparties, alors ça dépend de la configuration, qui peuvent aller jusqu'à 16 km les unes des autres. Alors pourquoi c'est important cet espacement? C'est qu'en fait, on triche, on ne peut pas faire un vrai télescope de 16 km de diamètre, vous imaginez bien. Mais on triche, on met 50 antennes, on les corrèle, on les couple entre elles, 2 à 2. On fait des mesures de corrélation. Et avec ça, on reconstruit l'information qu'aurait eu un télescope de la taille de la séparation des antennes. Bon, il nous manque un peu d'informations. Vous imaginez qu'il y a beaucoup de trous dans le télescope quand même. Même avec beaucoup d'antennes, il y a quand même beaucoup d'espace aussi où il n'y a rien. Mais on arrive à obtenir des informations aussi fines que si on avait un télescope de ce diamètre-là, et à reconstruire des images. Et c'est évidemment, en plus, on a choisi un endroit à 5000 mètres d'altitude, le plus sec possible, avec une atmosphère la plus transparente possible, pour pouvoir monter en fréquence au bord de la fenêtre atmosphérique. Et pour Gilles, mais qui n'est peut-être pas là, je lui ai mis aussi la biodiversité. Il y a plein de biodiversité malgré tout. Malgré cette sécheresse et cette altitude, c'est faramineux. Voilà, donc ils sont très complémentaires. Je vous ai dit, pour les régimes en longueur d'onde. Ils sont complémentaires aussi parce que du coup, le James Webb va tracer ce qui est plus chaud, et ALMA plus froid. Les petits grains James Webb et les gros grains vont plutôt rayonner dans le domaine ALMA. Pardon, excusez-moi. Et surtout, ce que je n'ai pas dit encore, c'est que ALMA a une capacité exquise de précision en vitesse. Ça, c'est dû au domaine radio. C'est une technique qu'on ne peut pas encore utiliser en infrarouge. Et on arrive à discerner des écarts de vitesse de 0,1 voire 0,01 km par seconde, ce qui pour nous est minuscule. 1 km par seconde sur Terre, c'est énorme, mais dans l'espace, pour arriver à détecter ça, les instruments qui arrivent à détecter ça, c'est extrêmement précieux. Voilà, donc je vais passer au vif du sujet, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc je vais vous parler de 3 principaux aspects dans lesquels ces 2 instruments ont fait des avancées énormes sur la formation des étoiles et des planètes. Je vais en laisser de côté plein parce qu'il y a beaucoup trop de choses et j'y arriverai jamais. Donc je me suis concentrée sur 3 aspects et même là j'ai eu du mal à faire le tri.
Le premier, c'est les jets, ce qu'on appelle les jets et les flots moléculaires. Donc les jets, je vous ai montré tout à l'heure, c'est donc ces éjections de matière très fine sur l'axe de rotation, dont on ne sait pas très bien exactement comment ils sont produits. Et la question, c'est quel est l'impact de cette éjection sur la masse finale de l'étoile, hein, combien on éjecte. On a l'impression que ça éjecte 10% de la masse finale de l'étoile, mais est-ce qu'on voit vraiment tout dans le jet? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour qu'on ne verrait pas, auquel on ne serait pas sensible? Donc, on observe à la fois avec le James Webb, donc à droite, c'est une image du James Webb dans l'infrarouge, avec le petit disque ici, et là, donc, vous voyez, le jet, il est très difficile à voir, mais vous voyez qu'il y a en fait une énorme cavité autour du jet, très très large. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un jet tout seul, ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose autour qui nous échappe pour l'instant et qui continue à pousser là pour évacuer toute cette zone? Et dans ce cas-là, ça pourrait éjecter pas mal de masse qu'on ne voit pas. Et quel pourrait être l'impact sur la formation des planètes aussi? Donc le James Webb nous a donné des images fabuleuses de ces jets. C'est vraiment une qualité d'image jamais atteinte, je m'en laisse jamais non plus. Donc ici, vous avez une protoétoile qui est encore cachée, même dans l'infrarouge. Là, c'est plutôt l'infrarouge proche. Il y a quand même tellement de poussière que ça passe pas à travers. Mais vous voyez, dès que ça sort de ce cocon où se forme la protoétoile, on voit le jet. On voit qu'il est plein de petits nœuds, qui sont des petits chocs dus à donc, des hoquets. Et ensuite, on voit des ondes de choc plus grandes, arrondies, dont on pense qu'elles sont dues à l'interaction de ce jet avec le milieu ambiant. Et donc, on va pouvoir étudier cette interaction de façon beaucoup plus fine qu'avant. Et ici, il y a peut-être l'interaction avec un autre jet qui viendrait de là. Donc, c'est assez compliqué comme structure, mais je trouve que c'est des objets magnifiques. Un autre exemple, tout aussi spectaculaire. Alors là, cette fois, on voit l'étoile au centre. C'est un objet un peu plus évolué. Le cocon a commencé à se dissiper. Donc, du coup, là, on est un peu saturé. Mais on voit toujours cette énorme cavité ici avec le jet au centre. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi des observations avec ALMA. Donc, ça, c'est du gaz chaud à plusieurs milliers de degrés. Et ALMA, c'est du gaz froid. Et c'est la même zone. Hein. Ce qu'on voit là, ici, c'est ce qu'il y a à la base, là. On va pouvoir faire une synergie entre ces deux observations pour essayer de vraiment comprendre la physique de ces ondes de choc. Est-ce que le jet à lui tout seul peut produire cette cavité, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait autre chose autour? Et c'est une question très importante pour savoir le bilan de masse, finalement, combien est-ce qu'elle perd, l'étoile, en faisant ça, et puis comment elle fait pour l'éjecter aussi. Parce que, alors là, je passe à ALMA, une découverte vraiment majeure d'ALMA ces dernières années, ça a été en ciblant cette fois la base du flot vraiment tout près de la protoétoile. En radio, on arrive à passer mieux à travers la poussière, donc on arrive à descendre vraiment jusqu'à la base sur la protoétoile. On voit le disque ici et on voit de la matière qui repart depuis la surface du disque. Ici aussi, le disque est en jaune, on voit de la matière qui repart. Ici aussi, il y a de la matière qui part. Ici, il y a de la matière qui part. Donc, le jet est au centre, mais on voit la matière plus lente qui part effectivement autour du jet et qui tourne. Alors, comment on voit que ça tourne? Ceux qui sont familiers avec l'effet Doppler, vous savez l'histoire de l'ambulance qui arrive. Quand elle se rapproche, elle a un son plus aigu. Quand elle s'éloigne, elle a un son plus grave. C'est pareil avec les ondes lumineuses. Si l'ambulance allait à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, enfin si on était assez sensible, on verrait avec nos yeux qu'elle est plus bleue quand elle s'approche et plus rouge quand elle s'éloigne. Bon, évidemment, on n'est pas sensible à ce point-là. Nos yeux ne sont pas sensibles à ce point-là, mais dans le domaine radio, on peut le mesurer facilement. Et donc, on se rend compte que ça tourne parce que, justement, quand ça tourne, il y a un côté qui s'approche de vous et l'autre côté qui s'éloigne. Donc on voit une différence de vitesse par effet Doppler, on voit une différence de fréquence entre les deux côtés. Et on sait dans quel sens ça tourne. Et on voit que ça tourne dans le même sens que le disque d'ailleurs. Donc c'est bien de la matière qui vient du disque, et on voit que c'est un flux de masse très important.
Et alors, du coup, la théorie actuelle, c'est que ça emporte tellement de rotation que ça pourrait aider à freiner l'effet patineur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est quand même un effet qui est embêtant pour l'étoile parce qu'elle ne peut plus avaler de matière, puisque la matière elle est dans le disque, et il faut bien qu'elle grossisse quand même pour atteindre sa masse finale. Donc l'idée, c'est qu'il y a peut-être un champ magnétique qui traverse le disque à droite, et qui est tortillé par la rotation, et qui éjecte de la matière et qui freine le disque. Donc ça s'appelle un vent de disque magnétocentrifuge, c'est un nom un petit peu barbare, mais c'est un peu la théorie qui est proposée en ce moment, mais qu'il va falloir valider avec les observations d'ALMA et du James Webb. Alors avec ALMA, on a pu mesurer la rotation aussi dans le jet lui-même. Alors ça a été un tour de force parce que le jet il est très fin. Donc pour arriver à voir les différences de vitesse de part et d'autre, il a fallu une résolution, mais la meilleure résolution possible avec ALMA. Mais bon, ça a été mesuré. Et puis le champ magnétique, il y a eu une mesure pour l'instant, une seule, de détection d'une polarisation dans le jet qui indique la présence de champs magnétiques. Donc ça, c'est des travaux en cours actuellement qui sont très durs à faire. On espère que ça va se poursuivre parce qu'ALMA continue en permanence de s'améliorer. Et donc ça suggère qu'il y a effectivement un effet magnétique, au moins au niveau du jet. Et cet effet magnétique pourrait avoir un impact assez fort sur la formation planétaire parce que le champ magnétique va avoir tendance à créer des sillons dans le disque, à créer de l'agglomération du coup de poussière. Ça va aider à débuter la formation des planètes. Je vais passer vite là-dessus. Bon, ça c'est des observations de la base avec JWST, donc le thème, ça va être vraiment d'essayer de discerner, est-ce que tout est magnétisé ou est-ce que ça s'arrête, à partir de quand ce sont les chocs qui prennent le dessus. C'est un sujet sur lequel je travaille actuellement, mais pour l'instant, on en est au tout début parce que le James Webb, ça fait pas longtemps qu'il est lancé. Donc je vais passer aux disques protoplanétaires et aux protoplanètes. Donc les disques protoplanétaires, vous vous souvenez, c'est donc cette matière qui tournait trop vite pour tomber sur l'étoile, qui a formé un disque avec du gaz et des poussières, et dans lequel les poussières s'agglomèrent petit à petit, comme les moutons sous un lit, pour former les planètes. Et alors cette image à gauche, elle a fait aussi le tour du monde. C'est la première image d'un disque faite par ALMA quand il a pu aller jusqu'à 16 km d'espacement. Donc c'était vraiment la configuration la plus éloignée. C'était en 2015 que ça a été publié. Et pourquoi ça a fait le tour du monde? Parce que pour la première fois, avant on voyait des patates quand on observait ça avec les instruments précédents, et là tout d'un coup on a vu des tas de sillons, on dirait un 33 tours, et c'était d'autant plus surprenant que c'est une étoile assez jeune, elle a à peine 1 million d'années. On pensait que la formation des planètes c'était plus tard, parce que l'idée ici c'est que chaque sillon tracerait l'orbite d'une planète qui est en train d'avaler de la matière qui nettoie tous les petits cailloux qui restent sur son orbite, qui les absorbe au fur et à mesure pour continuer à grossir. Et ça nettoie donc tout le sillon. Et là, du coup, il faudrait un paquet de planètes et puis assez massif pour faire des sillons larges comme ça. Donc ça a été une grosse surprise. Et si on compare à l'orbite de Pluton, on voit que ça va même au-delà de l'orbite de Pluton. Il y a des sillons qui sont ici. Donc ça veut dire que là, il y aurait des planètes massives au-delà de Pluton, ce qui est assez surprenant pour un disque. Après, ça peut être un disque différent d'une autre, plus massif. Bon. Donc on s'est posé la question, les gens se sont dit, oui, mais c'est peut-être pas des planètes, est-ce que ça pourrait pas être autre chose? Donc il y a eu toute une floraison d'articles avec des différentes hypothèses pour expliquer ça. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que c'était assez général. Donc, il y a eu des observations similaires d'autres étoiles jeunes. Et vous voyez, la plupart de ces disques, pas tous, mais ont des anneaux. Par contre, la structure des anneaux dépend vraiment du disque. C'est très, très variable. Il n'y en a pas de pareil. C'est incroyable de diversité. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais on imagine bien que ça va expliquer aussi pourquoi les systèmes exoplanétaires sont aussi différents les uns des autres. Évidemment, les planètes ne sont pas au même endroit, elles ne vont pas avoir la même orbite, mais qu'est-ce qui fait que c'est aussi différent d'un disque à l'autre? A priori, ils se forment de la même façon. Eh bien, ça, on n'a pas encore tout à fait la réponse.
Ça, c'est aussi une très belle image d'ALMA qui a montré ce qu'on appelle un vortex. Alors en rouge, c'est une zone où il y a plus de poussière, ça fait une sorte de croissant, et l'explication qui a l'air de tenir la route, c'est que c'est une sorte de vortex, de tourbillon, un peu comme la tache rouge sur Jupiter, mais là c'est dans le disque, dans laquelle les grains de poussière sont piégés, et du coup ils arrivent à coaguler plus efficacement pour former des planètes. Donc c'est un des scénarios favorisés pour expliquer qu'on puisse former des grosses planètes aussi vite. On a vu qu'avec l'âge, on a réussi récemment à faire le même genre d'image dans des objets plus jeunes, donc des proto-étoiles, qui sont encore dans leur enveloppe. Et là, surprise, pas d'anneau, pas de sillon. Donc, enfin surprise ou pas, mais les gens espéraient en voir, eh bien ça veut dire donc que la formation planétaire, là, elle n'est pas encore démarrée. Donc du coup, on peut dater assez précisément le début de la formation planétaire, c'est après 200 000 ans. Et puis, on a vu aussi des jolies choses autour des étoiles binaires. Alors là, à droite, ça s'appelle le pretzel. C'est vrai que ça y ressemble. Donc il y a un système binaire séparé de 20 unités astronomiques, et vous voyez, la poussière autour fait des drôles de choses. Donc là, les disques au centre, là, on ne les a pas résolus, mais ils vont peut-être être perturbés. En tout cas, il y a des structures curieuses qui vont alimenter les disques de façon asymétrique. Ici aussi, alors là, il y a des sortes de grandes spirales. Ici, un autre objet, une autre étoile qui est en train de se former. On ne sait pas très bien si c'est juste les effets de marée ou si ça veut dire que c'est des disques très massifs avec peut-être de l'effondrement gravitationnel, formation de planètes par effondrement. Et quand même, la difficulté, c'est de trouver ces planètes dans les sillons. Alors les gens, ils ont cherché. Il y a un seul objet pour l'instant, je crois, dans lesquels c'est vraiment confirmé qu'on a vu les planètes dedans, c'est PDS 70. Donc c'est un disque qui est assez évolué parce qu'il y a un gros trou au milieu. Là, ce n'est pas juste des anneaux. Vous voyez, ici, il n'y a quasiment rien. On a enlevé l'étoile au centre. Il y a l'étoile au centre, mais on ne la voit pas, là. Et dans ce trou, on voit une protoplanète ici, dans l'infrarouge du sol. Quand on passe avec ALMA, on en voit une autre là, qui était... Ah oui. Non. C'est quoi ? Qui était cachée dans cette structure. Et le James Webb les redétecte plus ou moins à plus grande longueur d'onde. Donc c'est confirmé. Il y a vraiment quelque chose. En plus, ils ont fait des spectres, ça colle avec des modèles de protoplanètes, et même des protoplanètes qui ont peut-être un petit disque autour de matière avec de quoi faire des lunes, comme les lunes de Jupiter. Mais pour l'instant, c'est le seul. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les autres ? Elles ne sont peut-être pas assez massives, elles sont dans des sillons trop petits. Donc, ce qu'on va étudier maintenant, je vais vous montrer le gaz dans ces disques protoplanétaires. Parce que là, on a juste vu la poussière. Mais en fait, bien sûr, la poussière, c'est seulement 1% de la masse. Tout le reste, c'est du gaz. Mais le gaz, il est plus compliqué à voir parce que il rayonne que dans ces fameuses raies spectrales. Donc, il y a moins d'énergie, c'est plus dur à capturer. Et alors, ce qui a été étonnant aussi avec ALMA, c'est de découvrir que le gaz était beaucoup plus étendu que la poussière. Là, ici, vous avez un exemple. Vous voyez, le disque de poussière, il est quand même assez étendu avec des anneaux. Mais alors, le gaz, il y en a beaucoup plus, puis ça fait une spirale, on dirait une galaxie. Non, c'est un disque protoplanétaire. Les grains ont migré vers l'intérieur du disque et il y a des spirales. Alors, pourquoi des spirales ? Il y a peut-être un compagnon qui est en train de perturber le disque. Donc ça, on l'a vu en regardant l'effet Doppler. À gauche, c'est la courbe de rotation, vitesse en fonction de la position. Et là, quand on enlève un pattern de rotation keplérien, on voit des spirales qui se dessinent. On a découvert que les disques n'étaient pas isolés. Parce que c'était une autre question qu'on se posait, comment former des planètes massives dans les disques ? En fait, on s'est rendu compte que même dans un disque d'1 million d'années, il y a de la matière qui continue à tomber sur le disque. Alors ça a été aussi une découverte complètement inattendue. On se disait, il n'y a plus d'enveloppe, c'est terminé, voilà, pof, on est dans la phase formation de planètes. Eh bien non, il y a des filaments de matière, on ne sait pas trop comment, du milieu du nuage qui arrivent à tomber sur le disque et qui continuent à l'alimenter.
On ne sait pas encore trop ce que ça va faire. Ça va sûrement affecter la formation des planètes, mais pour l'instant, on en est à la collecte des observations. On commence à avoir de plus en plus d'exemples. Et puis, il y a eu ce résultat magnifique aussi de signatures possibles de planètes indirectes en regardant la cinématique fine dans le disque. Donc pas des spirales, mais juste des petites perturbations par rapport à ce qu'on attend pour un disque qui tourne bien rond, avec des orbites keplériennes. Si on regarde de très près ici, donc ça c'est à une vitesse particulière, le CO, donc le gaz CO qui, à cette vitesse-là, devrait avoir quelque chose de régulier. Vous voyez qu'il y a une sorte de petit kink, là, une sorte de petit S, qui se trouvait pile au niveau d'un sillon dans le continu. Donc la poussière, l'image classique avec les sillons. Et à ce niveau-là, il y a une petite perturbation. Et les modélisations pour une planète de deux masses de Jupiter à cet endroit-là prédisent effectivement ce genre de structure. Donc ça, c'est aussi une grande découverte d'ALMA, c'est que peut-être que, même si on n'arrive pas à les voir directement en infrarouge, par leur émission, on peut détecter des planètes avec les perturbations qu'elles font sur le disque. Et je vais passer au troisième sujet maintenant, troisième et dernier sujet. J'espère que je vais avoir le temps. C'est l'origine de l'eau et des molécules organiques complexes. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça ? Évidemment, on veut comprendre la formation des planètes parce qu'on a envie de savoir aussi combien est-ce que la vie est quelque chose de fréquent ou pas. Combien il y a de systèmes qui seraient comparables aux nôtres avec des planètes habitables, avec de l'eau liquide, susceptible d'abriter de la vie. Donc, il faut effectivement que la planète soit à la bonne distance, mais il faut aussi qu'il y ait suffisamment d'abondance d'oxygène, par exemple, pour faire de l'eau. Il faut qu'il y ait assez de carbone pour faire une chimie basée sur le carbone. Donc, on s'intéresse aussi à voir... Il faut aussi de l'azote. Vous savez qu'à peu près, notre corps, c'est carbone, oxygène, azote, hydrogène, bien sûr, mais ça, on en a toujours, et un peu de calcium, mais... C'est vraiment CNO, là, ces trois atomes, il en faut beaucoup. Donc, c'est important de savoir quels sont les processus qui vont déterminer la composition des planètes suivant la distance à laquelle elles se forment, et donc leur habitabilité, et qu'est-ce qui a fait que la vie a pu apparaître sur Terre. Alors, il y a une première théorie que je vous ai mise ici, que je trouve assez intéressante. C'est la véritable origine de la vie sur Terre, c'est que voilà, c'est une compagnie extraterrestre de traitement des déchets médicaux qui, plutôt que de les retraiter, va les balancer sur une planète annexe qui était la Terre. Bon, ça pourrait marcher, mais il y a une explication plus simple. C'est, en fait, on s'est rendu compte que le milieu interstellaire, avant même la formation des étoiles, était riche en plein de molécules. De l'eau, de la vapeur d'eau, du méthanol, des molécules carbonées, des molécules azotées. On les voit donc dans le fameux code barre. Alors ici en bas, c'est un spectre qui a été obtenu par Herschel, donc c'est un prédécesseur du James Webb. Et par exemple, ici, on reconnaît les fréquences de la vapeur d'eau en bleu. En rose, je crois que c'est le méthanol. Voilà, donc c'est plusieurs codes barres superposés, c'est un petit peu compliqué à distinguer, mais enfin on y arrive. Et la communauté a été surprise par la richesse en molécules de ce milieu qui a priori quand même pas très favorable, très froid, très dilué. Comment ça se fait qu'on arrive à former des molécules aussi complexes dans un environnement pareil ? Et en fait, l'astuce, c'est que ces molécules se forment sans doute à la surface des grains, toujours eux. Ces petits grains font comme des surfaces de catalyseurs. En plus, ils sont gelés, donc les atomes ont tendance à coller dessus. Donc, une fois qu'ils sont collés dessus, il y a des réactions chimiques qui peuvent se passer. Et très vite, on obtient des manteaux de glace d'eau, mais aussi des manteaux de glace de CO, de CO2. Il y a des réactions chimiques qui se passent entre CO, CO2, l'eau, hop, vous avez du méthanol, hop, ça va réagir avec autre chose, etc. etc. Donc il y a toute cette chimie de surface, et ensuite, quand ça s'évapore, pour plein de raisons, par exemple, là il y a une étoile massive ici qui chauffe tout ça, hop, la glace, le givre fond, ça repart en phase gazeuse. Et ça va pouvoir ensuite se recondenser.
Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment cette composition initiale qu'il y a dans le nuage va pouvoir s'incorporer au disque, combien va arriver jusqu'aux planètes. Est-ce que tout cet héritage chimique très riche, on va pouvoir le préserver, ou de quelle manière il va évoluer? Il va sans doute évoluer quand même. Et là, pareil, il y a une très grande complémentarité. Le James Webb, lui, il peut étudier la composition des glaces en observant l'absorption du rayonnement de l'étoile quand ça traverse le nuage. Ça va absorber dans certaines bandes particulières, dans l'infrarouge, les bandes de vibration. Il peut aussi regarder la composition des régions chaudes tout autour juste à côté de l'étoile, parce que c'est aussi le domaine infrarouge, donc les zones les plus internes. Et ALMA, lui, va plutôt faire le gaz plus froid, donc les protoétoiles, l'enveloppe de la protoétoile, donc juste après, ici, au moment de l'effondrement, et puis dans les phases extérieures du disque. Donc on va pouvoir voir petit à petit dans les différentes zones comment cette complexité moléculaire évolue. Donc là, c'est un programme qui s'appelle Ice Age, qui a été fait sur le James Webb. Donc je vous ai mis la petite bête. Qui a observé justement les glaces, l'absorption par les glaces. Donc ici, c'est tous les types de glaces qui ont été détectés par modélisation du spectre. Donc il y a des glaces de méthanol, d'eau, ici d'ammoniac, de méthane, ici des composés plus compliqués. Voilà, donc on peut voir déjà avant que ça s'effondre pour former l'étoile, qu'est-ce qu'il y avait au départ. Ça, c'est un spectre de protoétoiles avec ALMA, où ils ont couvert toute une bande de fréquences, et là, vous voyez à nouveau une forêt de raies. Et en fait, on retrouve beaucoup des molécules qu'on voyait dans le milieu interstellaire, donc il y a un héritage direct qui se fait, et il y a aussi des similarités avec les comètes. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que dans notre système solaire aussi, on a hérité ce matériau. Les comètes, c'est du matériau glacé qui s'est incorporé dans le disque, qui a été assez peu processé, qui a peu évolué, qui est resté en orbite lointaine, qui a donc maintenu sa composition initiale, pas tellement modifiée. Et ici, pour ceux qui aiment la chimie, vous avez toute la liste des molécules détectées, dont la formamide, qui apparemment, alors moi je ne suis pas chimiste, mais les chimistes sont très excités par la formamide, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est un précurseur de l'ARN, enfin, de ce que j'ai compris. En tout cas, vous voyez qu'il y a à nouveau une très grande richesse. Et ensuite, que se passe-t-il quand on regarde dans le disque? Est-ce que après l'effondrement, tout ça se retrouve dans le disque bien mélangé? Pas du tout. Une fois que c'est dans le disque, au contraire, c'est très distribué de façon très différente suivant la molécule. Donc là, c'est le même disque observé dans des raies de différentes molécules, et vous voyez qu'il y a une grande différence de distribution spatiale. Alors, il y a le fait que ce n'est pas les mêmes températures de sublimation des glaces. Donc, suivant les molécules, les glaces, par exemple la glace d'eau, ça va se sublimer à plus haute température que la glace de CO. Donc, le CO gazeux, ça c'est de la phase gaz, on n'est plus dans les glaces, c'est ce qu'il y a dans le gaz. Donc, le CO, dès que vous allez être au-dessus de 30 degrés Kelvin, hop, il va se sublimer, il va rentrer en phase gazeuse, on va le détecter. L'eau, il va falloir attendre d'être à 100 degrés pour que ça se sublime. Donc on la verra que dans des parties plus internes, etc., etc. Mais il y a aussi d'autres effets de chimie, sûrement beaucoup plus subtils, avec en plus l'irradiation par l'étoile qui rajoute des UV, etc. Donc c'est un domaine de recherche très très actif. Et vous voyez qu'avec ALMA, on arrive maintenant à voir cette séparation spatiale qu'on n'imaginait pas. Et puis, je vais vous montrer les tout premiers spectres du James Webb. Donc, c'est là où Benoît Tabonne m'a beaucoup aidé. De disques, donc les parties internes de disques avec le James Webb. Donc là, on est dans l'infrarouge. On ne résout pas, ça vient vraiment des parties les plus internes, donc on ne les résout pas spatialement. Mais par contre, on a quand même des informations spectrales en fonction de la longueur d'onde. Et ce qui est frappant, c'est que déjà, ils ont fait 3 objets là, dans cet article. Il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Les spectres, vous voyez, n'ont rien à voir. Alors, celui-ci, c'est le PDS 70, vous vous souvenez, celui qui a un trou interne avec deux planètes dedans. On peut se dire que oui, lui, il est un peu particulier. Mais les 2 autres sont des étoiles assez banales. Elles ont juste une différence de masse. Mais quand même, c'est frappant à quel point ça change. Donc,
tout ça, ça nous révèle des choses complètement nouvelles sur la chimie du gaz à l'intérieur d'une unité astronomique, qui est la zone des planètes telluriques. Alors pour aller plus en détail, ici, ça montre aussi la sensibilité du James Webb pour ce genre d'études, parce que ce qui paraissait être une forêt de bruit, en fait, dans le spectre, quand on regarde bien, en fait, ce n'est pas du bruit, c'est des raies spectrales. Là, c'est toute une série de raies de vibration de CO. Là, c'est des raies, ici, là, c'est des raies de l'eau, H2O. Là aussi, c'est des raies de l'eau. Il y en a plein d'autres. Donc, c'est une mine d'informations. Et on peut en déduire un rapport d'abondance entre CO2 et H2O, par exemple, qui est assez élevé dans cet objet. On ne sait pas trop pourquoi. Et on est à peu près à 0,1 unité astronomique. Donc, même si on ne résout pas spatialement, en mesurant la température, vous vous souvenez, je vous ai dit les rapports d'intensité de raies, ça vous dit quelque chose sur la température du gaz, on peut savoir à quelle distance de l'étoile on se trouve. Celui-là est vraiment intéressant parce qu'on peut faire la comparaison avec le satellite précédent qui s'appelait Spitzer. Donc ça, c'est une étoile, donc c'était celle du bas, 0,16 masse solaire, 1/6 du Soleil. C'est typiquement un laboratoire pour étudier des systèmes jeunes, style TRAPPIST 1. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ce système TRAPPIST, dans lequel il y a plein d'étoiles, de planètes rocheuses, toute une série de planètes rocheuses. Là, c'est l'équivalent, c'est la même masse, mais beaucoup plus jeune. Donc, on regarde le système pendant qu'il est en train de former ses planètes. Alors ça, c'est le spectre de Spitzer, donc. Et puis, quand on passe à James Webb, voilà ce qu'on voit. Donc là, il y a beaucoup plus de détails, évidemment. Et là, on détecte une forêt de raies aussi, et en particulier de l'acétylène, C2H2, 1000 fois plus que ce que prédisaient les modèles de ce disque avant. Donc, mystère, pourquoi il y en a autant ? On se dit que les petits grains carbonés doivent être pyrolysés dans la partie interne de ce disque, mais pourquoi ? On détecte aussi du benzène, du diacétylène, mais pas d'eau. Alors, bizarrement, parce que quand même l'eau, c'était la molécule la plus abondante dans les disques, traditionnellement, dans les glaces aussi, c'est le plus abondant. Dans ce disque-là, non, on n'en voit pas. Par contre, dans PDS 70, c'est l'inverse. Donc là, je vous redis 1000 spectres, a priori, il n'y a rien. Mais si on zoome ici, dans cette petite partie, pareil, ce n'est pas du bruit, ce sont des raies de l'eau. Donc là, on ne s'attendait pas à en avoir, parce qu'il y a un énorme trou. On se dit, la glace, elle va rester ici, elle ne va pas pouvoir migrer vers l'intérieur. Eh bien si, il y a de l'eau quand même. Donc c'est dans l'autre... On va de surprise en surprise. Voilà, et je vais finir par l'effet de l'irradiation par les étoiles chaudes, et je vais m'arrêter là. Donc ça, c'est une question très importante, parce que la plupart des étoiles ne naissent pas dans des environnements très, on va dire, sombres, tranquilles. La plupart des étoiles naissent dans des environnements d'amas, où il y a déjà des étoiles massives qui irradient le nuage. Donc, des environnements qui ne sont pas forcément... où la chimie du disque risque de changer. Donc ça, c'est une très belle image du James Webb aussi. Vous voyez cette interface ici des étoiles chaudes qui sont en train de grignoter un peu le nuage. Et une autre région que vous connaissez, donc on a vu tout à l'heure, c'est la nébuleuse d'Orion. À gauche avec Hubble, à droite avec le James Webb. Donc vous remarquez bien sûr qu'on voit beaucoup plus d'étoiles parce qu'on arrive à voir à travers la poussière bien mieux. On voit l'interface ici avec aussi beaucoup plus de détails. On voit des petits filaments, on voit des sous-structures. On rentre plus profond dans le nuage que dans l'optique où on restait vraiment à la surface. Et ce qu'on voit aussi, c'est des disques qui sont en train d'être évaporés par le rayonnement UV du trapèze d'Orion. Donc en haut à droite, ça s'appelle un proplide en anglais, mais voilà, il y a un petit disque qui est en train de s'évaporer et là, le flux de matière qui part du disque fait une sorte de petit ballon comme ça, de cocon, en forme de parachute. Et ici, un autre disque qui, lui, a priori, on pensait à l'abri, il était à l'intérieur de l'interface, il était quand même dans la poussière, on se disait, bon, lui, ça devrait aller. Ben, pas du tout, il est lui aussi en train de s'évaporer. On voit du OH, qui est molécule OH, qui est due à la photodissociation de l'eau. Donc son réservoir d'eau est en train d'être évaporé complètement.
Et donc, il y a un vrai impact. Donc ici, je finirai par cette slide, juste pour vous dire qu'en fait, les piliers de la création, il faut plutôt les appeler les piliers de la destruction. Et je m'arrête là. Merci.